Et si, et si un langage secret se cachait juste là, sous nos yeux, dans nos conversations de tous les jours, un langage qui murmure à travers l'histoire, un langage qu'on appelle la langue des oiseaux. Pensez-y une seconde, si les mots que l'on utilise chaque jour avaient une double vie. Un sens évident, de surface, pour tout le monde, et puis un autre, bien plus profond, une sorte d'âme cachée, qui ne se révèle qu'à ceux qui savent vraiment écouter. C'est exactement ça, la promesse fascinante de la langue des oiseaux. Alors de quoi parle-t-on ? Eh bien, il faut imaginer un langage codé qui aurait été transmis à travers les âges, non pas par des espions, mais plutôt par des sages, des artistes, des mystiques. Une sorte de clé, en fait, pour à la fois dissimuler et partager des connaissances vraiment profondes. Et attention, cette tradition, on la retrouverait bien plus loin qu'on ne le pense. Des alchimistes penchés sur leurs fourneaux, aux bâtisseurs qui érigeaient nos cathédrales, en passant par les poètes grecs ou les mystiques soufis, tous auraient partagé cette fameuse science. Et le but, ce n'était pas d'exclure les autres, non, c'était de préserver une connaissance pour ceux qui étaient prêts, intérieurement, à la recevoir. Au cœur de cette pratique, il y a une idée centrale, celle d'une langue double. D'un côté, on a le sens exotérique. Ça, c'est le sens du dictionnaire, celui qu'on apprend à l'école, que tout le monde comprend. Et de l'autre, il y a le sens ésotérique, une dimension cachée, subtile, qui ne parle pas à notre intellect, mais directement à notre intuition. Et c'est bien sûr ce deuxième niveau qui va nous intéresser. D'accord, mais concrètement, comment ça fonctionne ce code ? Comment est-ce qu'on passe du sens littéral de tous les jours à ce fameux sens caché ? C'est ce qu'on va voir maintenant. On va entrer un peu dans la mécanique de cette langue si particulière. Le principe de base est en fait très simple. Il faut complètement oublier l'orthographe. La règle d'or, c'est le son. Ce qui compte, ce n'est pas l'écrit, avec ses règles de grammaire, mais les cris, la sonorité pure du mot. C'est un jeu de mots qui illustre parfaitement le concept d'ailleurs. On passe d'une lecture purement mentale à une écoute intuitive, presque musicale. Alors, pour décoder tout ça, les initiés auraient utilisé principalement 3 techniques. D'abord, le rapprochement sonore, en jouant sur des mots qui sonnent pareil. Ensuite, toutes sortes de jeux de mots, des anagrammes, des contrepétries, ou simplement le fait de couper les mots en plusieurs syllabes. Et enfin, il y a un niveau encore plus profond, la symbolique de chaque lettre, où l'alphabet lui-même devient une sorte de code secret. Allez, passons à la pratique. Rien de tel que quelques exemples bien concrets pour vraiment saisir comment ce langage peut s'appliquer à des mots qu'on croit connaître par cœur. On commence tout simple. Prenez le mot « lunette ». Si on le décompose par le son, qu'est-ce qu'on entend ? Lu-net. Ça décrit parfaitement la fonction de l'objet. Une petite lumière, une lune, qui est rendue nette. C'est direct, ça devient presque évident une fois qu'on le voit, non ? On continue. Le verbe « bricoler ». Au fond, qu'est-ce que c'est le bricolage ? N'est-ce pas l'art de coller ce qui a été brisé ? Là encore, la sonorité révèle l'action qui est cachée au cœur même du mot. C'est assez malin. Maintenant, un exemple un peu plus profond. Maladie. La langue des oiseaux nous suggère d'entendre le mal a dit, comme si le corps essayait d'exprimer un message, une parole que l'esprit n'a pas su ou pas voulu entendre. Du coup, la maladie ne serait plus une simple fatalité, mais un message à écouter, à décoder. Et pour prendre un peu de hauteur, le mot « univers ». On peut y entendre « univers ». C'est comme si toute la création tendait vers un seul but, vers une unité. Un seul poème, un seul vers. Tout à coup, la cosmologie devient de la poésie. Et ça nous amène à une phrase absolument clé, écrite par le célèbre alchimiste Fulcanelli. Pour lui, l'art gothique de nos cathédrales n'est en fait qu'une déformation du mot « argotique ». L'argot, c'est la langue des initiés, le langage codé. Du coup, les cathédrales deviennent des livres de pierre, entièrement écrits dans ce langage secret, qui n'attendent que d'être déchiffrés. Mais, au-delà de ces jeux d'esprit, aussi brillants soient-ils, quel est le but final de tout ça ? Il ne s'agit pas juste de s'amuser à coder des messages. L'objectif, c'est de provoquer une véritable transformation intérieure. On le décrit souvent comme un langage subliminal. L'idée, c'est de court-circuiter notre mental, notre esprit rationnel qui analyse tout, qui découpe, qui divise, pour aller parler directement à notre intuition, à cette partie de nous qui ressent les choses au lieu de juste les penser. Tout le symbolisme est très profond. Le vol des oiseaux, par exemple, ça représente l'élévation spirituelle, passer du matériel au subtil. L'objectif, c'est de faire taire le bruit constant du mental pour enfin entendre cette fameuse petite voix du cœur. En s'entraînant à décoder les mots, on apprendrait en fait à décoder le grand livre de la nature, à voir les signes, les synchronicités dans notre propre vie. C'est une histoire magnifique, n'est-ce pas ? Mais est-elle vraiment juste d'un point de vue historique ? Est-ce que c'est une tradition millénaire qui n'a jamais été interrompue ? Ou
Est-ce que c'est un peu plus compliqué que ça? Il est temps de regarder les faits. En réalité, si les jeux de mots et les doubles sens existent depuis toujours, on pense aux troubadours au Moyen-Âge, l'idée d'une cabale phonétique liée spécifiquement à l'alchimie est beaucoup plus récente. Elle a été théorisée à la fin du XIXe siècle, puis rendue vraiment populaire au XXe par Fulcanelli. Pour le dire clairement, cette association entre la langue des oiseaux et l'alchimie telle qu'on la décrit aujourd'hui, c'est une création moderne. Les alchimistes de la Renaissance, par exemple, ne l'utilisaient pas de cette manière. C'est une réinterprétation, une invention dans le sens où on a redécouvert et réassemblé de vieilles idées pour en faire quelque chose de nouveau. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut tout jeter, que ce n'est qu'une belle histoire sans fondement? Pas si vite. Parce que la vraie question, ce n'est peut-être pas de savoir si c'est historiquement exact à la virgule près, mais plutôt de voir l'effet que cette pratique a sur notre esprit. Parce qu'au final, qu'elle soit ancienne ou moderne, la langue des oiseaux fonctionne comme un formidable outil pour l'esprit. C'est un exercice qui casse nos habitudes de pensée, qui nous force à utiliser notre imagination. En jouant avec les sons et les symboles, on apprend à voir le monde différemment, non plus comme une simple collection d'objets, mais comme un tissu de sens. C'est un entraînement pour lire entre les lignes de la vie elle-même. Et c'est peut-être ça la question finale. La valeur d'une idée, est-ce qu'elle réside dans son ancienneté, dans son pédigré historique, ou bien dans sa capacité à ouvrir notre esprit, à transformer notre regard sur le monde? La réponse, en fin de compte, elle appartient à chacun d'entre nous. Merci d'avoir écouté cette analyse.